Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Merci beaucoup à l'association Sentience Rennes pour son invitation et pour sa confiance. Alors effectivement, cette conférence qui s'appelle « Se débarrasser du concept d'alimentation naturelle », elle va revenir sur le concept, l'idée de naturalité et comment cette idée est mobilisée notamment vis-à-vis des alimentations végétales. C'est-à-dire qu'en tant que personne végétarienne, végétalienne ou végane, on est souvent confronté à des discours qui énoncent que les alimentations végétales ne seraient pas naturelles. Ou l'inverse, parfois on entend aussi des militants et militantes dire que naturellement Homo sapiens serait frugivore ou crudivore, etc. Donc cette conférence, elle va examiner ce concept de naturalité. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors d'abord une petite remise en contexte avec des définitions. Par alimentation, on entend toute action ou ensemble d'actions qui visent à procurer les éléments nécessaires à la croissance et à la conservation. Donc ça, c'est des définitions très basiques, très grand public. Et par naturel, alors c'est la définition du mot tel qu'il est généralement entendu et utilisé par le grand public. On entend qui est dans ou qui appartient à la nature et qui n'est pas le produit d'une pratique ou d'une intervention humaine, donc par opposition à artificielle. Cette définition, elle est assez compliquée. Naturel, ça peut être un mot qui est utilisé dans beaucoup de contextes différents. Mais dans cette conférence, on va plutôt utiliser cette définition-là. Donc on va entendre par naturel quelque chose qui n'a pas été fabriqué par l'humain, qui n'a pas été transformé par l'humain. C'est généralement comme ça qu'on utilise le mot. Dans l'opposition donc à la pratique du véganisme, comme je le disais tout à l'heure, il y a souvent cette objection de naturalité qui est mobilisée. En fait, il y a une perception par le grand public du véganisme qui est souvent liée à le fait de s'alimenter de manière naturelle ou de manière saine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnes véganes, elles seront particulièrement attachées à la consommation de produits bruts, de produits bio, bons pour l'environnement, la santé humaine, etc. Et généralement, il y a une opposition de ce type d'alimentation avec une alimentation qui serait dite non naturelle. Une alimentation dans laquelle il y aurait des organismes génétiquement modifiés, des OGM, des pesticides de synthèse, des aliments transformés ou ultra transformés. Et on dévie souvent sur les progrès scientifiques en général qui seraient néfastes et la cause de tous les maux actuels. C'est-à-dire qu'on oppose beaucoup une alimentation qui serait vraiment naturelle et saine et bonne pour l'environnement, la planète, etc. Et en face, quelque chose qui serait beaucoup plus artificiel et qui serait nuisible. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'appellation alimentation naturelle en soi, n'a aucune valeur vraiment scientifique, diététique ou nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit plutôt d'un argument marketing, en fait, qu'on voit beaucoup sur plein de produits et mobilisés à plein de moments. J'y reviendrai tout à l'heure avec des exemples concrets. Mais en fait, il n'y a pas de définition vraiment de ce que serait une alimentation naturelle. Et on voit que ce n'est pas tellement en correspondance avec certains produits qui se prétendent être naturels. Encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors cette conférence, je vais me pencher plus précisément sur des objections qui sont très très récurrentes vis-à-vis des alimentations végétales. Par exemple, quand on commence à végétaliser son alimentation, il est nécessaire de se complémenter en vitamine B12. Je fais un petit point rapide là-dessus pour qu'il y ait une remise en contexte. La vitamine B12, c'est une vitamine qui ne se trouve pas dans le règne végétal ou dans le règne fongique sous une forme assimilable pour l'organisme humain, dans des proportions qui sont adéquates. Ce qui signifie en fait que quand on végétalise son alimentation, il faut prendre un complément de vitamine B12 pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de cette vitamine dans le règne végétal ou fongique. Fongique, c'est les champignons. Je le dis au cas où. Donc ça, c'est une objection récurrente qu'on fait vis-à-vis des alimentations végétales. On dit, bon, c'est pas naturel parce qu'il faut prendre un complément. Les personnes qui disent, moi, en tant qu'omnivore, j'ai tous les nutriments dont j'ai besoin, mais toi, si tu es végane, il faut que tu te complémentes, donc c'est pas naturel, donc c'est pas bien. Il y a souvent la nature omnivore d'Homo sapiens qui est invoquée aussi, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que Homo sapiens étant de nature omnivore, ce que la biologie confirme, c'est-à-dire qu'Homo sapiens, aussi longtemps qu'on retourne dans le passé, on se rend compte qu'il a toujours consommé des produits d'origine animale et des produits d'origine végétale. Même si on monte très longtemps en arrière, il y a toujours eu, même avant la chasse,
une consommation de charognes, de petits animaux faciles à attraper, de mollusques, etc. Et il y a aussi une réserve concernant les alimentations végétales, où donc on va dire que ces alimentations ne sont pas naturelles parce qu'elles sont beaucoup associées à des simili, donc des produits qu'on trouve de plus en plus fréquemment, des aliments qui sont transformés ou ultra transformés, notamment les steaks végétaux, les saucisses, tout ce qu'on trouve actuellement, les nuggets, etc., qu'on trouve notamment en supermarché. Voilà. Il y a aussi une association souvent qui est faite entre l'antispécisme, l'animalisme et le développement de la viande de culture, donc l'agriculture cellulaire, qui consiste à cultiver des cellules dans des milieux de culture pour obtenir de la chair sans passer par l'élevage et l'abattage d'animaux. Et tout ça, ce sont des oppositions qui sont souvent mobilisées contre les alimentations végétales, où on va dire, ben voilà, effectivement, c'est pas naturel. Et vis-à-vis de ces oppositions, on peut ne pas savoir vraiment quoi répondre. On peut être tenté, dans un premier temps, de défendre le fait que, si, notre alimentation est tout à fait naturelle et que donc elle est saine, etc. Et c'est probablement contre-productif d'utiliser ce type d'argument. Je vais développer un peu plus en détail. Alors, quelques exemples où la notion de naturalité est mobilisée. Là, on a un visuel qui est en fait un visuel d'opposition au développement d'alternatives végétales par rapport aux produits carnés. Donc sur la colonne de gauche, sur le visuel, on a la composition détaillée d'un burger Beyond Meat, qui est un burger 100% végétal, qui effectivement reproduit la texture, les saveurs de la viande. Donc on voit qu'il y a énormément d'ingrédients. Et à droite, en comparaison, il y a le burger de bœuf, et il y a marqué juste bœuf. Voilà. Ce visuel, il vise à critiquer les alimentations végétales en disant si on est vegan, végétalien, végétarien, on va manger des produits qui sont ultra transformés, où il y a beaucoup d'ingrédients, alors que manger juste du bœuf, bah, c'est juste du bœuf, c'est très naturel, c'est très simple, voilà. Donc c'est une critique des produits végétaux qui typiquement sont transformés ou ultra transformés. Alors bien sûr, on n'a absolument aucun besoin de consommer ces produits quand on est végétarien, végétalien ou vegan. Mais en tout cas, ça fait partie des arguments qui sont mobilisés face aux alimentations végétales. On a aussi une exploitation du concept d'alimentation naturelle dans la communication des filières de la chair animale, notamment de certains lobbies comme Interbev, qui ont lancé des initiatives telles que celle-ci, naturellement flexitarien. Alors, je disais que le terme nature, il est difficile à définir. Je pense que le terme flexitarien est encore plus difficile à définir. Ça se définit généralement comme des personnes qui réduisent leur consommation de viande ou qui n'en mangent pas chez eux, mais qui en mangent à l'extérieur ou qui portent une attention particulière à réduire leur consommation, mais c'est quand même pas très clair. En tout cas, c'est utilisé par les filières de l'élevage pour promouvoir une alimentation qui serait naturellement adaptée à Homo sapiens. Avec un logo d'ailleurs qui est une vache constituée de légumes, qui est, pour bien marquer qu'il faut quand même manger des animaux, quoi. On a eu un bon exemple de ces critiques aussi des alimentations végétales, plus précisément ici du véganisme, avec cette tribune que vous avez peut-être vu passer, qui est sortie dans Libération en 2018 et qui a fait énormément de bruit. Une tribune qui s'appelait « Pourquoi les véganes ont tout faux ?» qui a été écrite par Paul Ariès, Frédéric Denez et Jocelyne Porcher. J'en donne ici un extrait. Donc, ces personnes ont écrit « Manger vegan, l'absolu des régimes sains, c'est se condamner à ingurgiter beaucoup de produits transformés, c'est-à-dire des assemblages de molécules pour mimer ce qu'on a supprimé, sans omettre d'ajouter la précieuse vitamine B12 à son alimentation, car sans elle, ce régime ultra sain détruit irrémédiablement la santé, à commencer par celle de l'esprit. » Donc, on le voit, c'est tout en nuances. Ici, on a vraiment tout le champ sémantique du transformé, de l'artificiel, du non naturel et du nuisible qui est mobilisé en très peu de temps. On parle de régime sain, je reviendrai tout à l'heure sur cette spécificité, et bien sûr donc de transformation, d'assemblage de molécules carrément, hein, et d'imitation aussi. Il y a cette idée que les alimentations végétales serait un ensemble de succédanés en fait, des produits carnés. Dans la mobilisation de ce critère de naturalité pour promouvoir des alimentations qui seraient plus saines, meilleures pour la santé, meilleures pour l'environnement, etc., il y a ici quelques exemples aussi que je donne, qui sont très simples à trouver sur Internet. Hein, en cherchant alimentation naturelle, on tombe vraiment sur beaucoup de résultats. C'est un argument qui est extrêmement utilisé, notamment
pour faire la promotion de l'agriculture biologique, mais aussi dans certaines démarches sur la minceur, sur la beauté, c'est associé à la santé, etc. Il n'y a jamais de définition précisément de ce que veut dire 100% naturel, mais en tout cas c'est là. C'est des arguments qui marchent très fort. C'est aussi valable pour les cosmétiques par exemple, où on a des produits qui sont dans des emballages, où il y a une liste d'ingrédients aussi très longue, mais il y a marqué cosmétique naturel. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc c'est un argument de vente. Alors, je vais attaquer dans cette partie, je vais essayer de montrer en quoi l'opposition entre ce concept d'alimentation naturelle et le véganisme, en quoi cette opposition est fallacieuse. Alors tout d'abord, on peut se concentrer sur l'argument en lui-même qui est mobilisé et qu'on appelle l'appel à la nature, qui est un procédé rhétorique qui est trompeur. En fait, cet argument postule que ce qui est qualifié de naturel serait forcément bon ou désirable ou souhaitable, alors que ce qui serait jugé artificiel serait forcément mauvais ou inacceptable, nuisible, etc. Et ce raisonnement, il est invalide parce que la naturalité ne dit rien du caractère désirable d'une chose. Alors dit comme ça, on a peut-être l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais n'empêche que ce critère de naturalité est quand même très souvent associé aux bienfaits, à ce qui est souhaitable, etc. En fait, dans les faits, on va le voir, il y a beaucoup de choses qui sont dites, considérées comme naturelles, qui sont en fait néfastes, et beaucoup de choses qui sont dites artificielles, qui sont plutôt bénéfiques. Quand je dis néfaste et bénéfique, c'est toujours dans une optique de réduire les souffrances ou de les augmenter. On va considérer que ce qui réduit les souffrances est plutôt bénéfique. Alors je donne quelques exemples de choses tout à fait naturelles. Le virus de la rage, les morilles crues par exemple, qui sont des champignons toxiques, les amanites phalloïdes aussi, qui sont des champignons extrêmement vénéneux, l'ensemble des maladies, les séismes ou le fait de se faire dévorer vivant, c'est complètement naturel par exemple. Et dans ce qui, je ne vous le souhaite pas. Et dans ce qui est non naturel, donc complètement artificiel, il y a le vaccin contre la rage, le fait de faire cuire les morilles, parce que d'un coup, elles deviennent comestibles. Il y a les hôpitaux, les médicaments, les sismographes ou les anesthésies, voilà, qui peuvent quand même pas mal soulager de souffrance. Donc, l'idée, c'est pas de dire que bien sûr tout ce qui est naturel est mauvais et tout ce qui est artificiel est bien, mais c'est juste des contre-exemples pour montrer que ce qui est naturel peut être extrêmement nuisible et que certaines choses artificielles sont plutôt souhaitables. Donc cet appel à la nature, on va considérer que c'est un argument qui est mauvais et qu'il faudrait arrêter de le mobiliser, en tout cas dans les argumentaires, et ici, dans ce cas précis, pour traiter des alimentations végétales. Alors il faut noter aussi une chose, c'est que cet argument il est souvent mobilisé pour critiquer le véganisme, mais le véganisme n'est pas un régime alimentaire. Alors je ne sais pas à quel point ici dans le public vous savez ce qu'est le véganisme ou pas, mais en tout cas, je vais détailler un petit peu. Le véganisme, ça consiste à se passer de l'exploitation des autres animaux et à essayer d'éviter de manger leur corps, de participer à leur exploitation d'une manière ou d'une autre, etc. Or, les animaux ils ne sont pas exploités seulement pour l'alimentation humaine, bien sûr, ils sont utilisés et exploités dans d'innombrables secteurs. L'expérimentation médicale, le tourisme, l'agrément, la décoration, la mode, l'habillement, les manifestations sportives, les jeux, les loisirs, les traditions culturelles, etc. Donc, traiter des questions d'éthique qui sont liées au véganisme sous le seul angle de l'alimentation et de la nutrition, en prétendant être au cœur du sujet, c'est vraiment fallacieux. Alors, je propose une petite fiche de synthèse pour visualiser un petit peu cette manière de faire, en fait, que j'appelle l'entonnoir du traitement des questions animalistes. On a une thèse de départ qui est défendue généralement par les personnes véganes, ou les personnes qu'on dit animalistes ou antispécistes. Et cette thèse, on pourrait l'énoncer de la manière suivante. On pourrait dire voilà, le fait que l'ensemble des êtres sentients, donc des êtres qui peuvent ressentir des expériences négatives ou positives, qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine, soient considérés comme des ressources, des entités négligeables de la matière première ou des propriétés, eh bien ça pose de graves questions éthiques qu'il est urgent de traiter dans nos sociétés, parce que les souffrances engendrées sont immenses. Ça, c'est la thèse qui va être défendue par les personnes qui défendent les autres animaux. Et on peut le voir dans certains médias, dans certains discours, etc. Cette thèse-là, elle va être déformée progressivement, et on va en arriver, au bout de l'entonnoir, à une vision du véganisme qui ne correspond plus du tout à ce que c'est au départ. Donc on a une dégradation progressive de cette thèse. Souvent dans les journaux, on lit les personnes qui luttent pour la défense des droits des animaux souhaitent l'abolition de leur exploitation dans tous les domaines, loisirs, habillement, alimentation.
Si une autre dégradation de cette thèse, on va par exemple lire dans un journal « Les antispécistes mangent des galettes de soja et de tofu », donc là on se rend compte qu'on a quand même fait un bond, on a oublié les animaux, on a oublié l'éthique, on est sur des pratiques de consommation personnelle, etc. Et on en arrive un peu à la fameuse tribune dont j'ai parlé tout à l'heure, où on peut lire « Les végans ont tout faux, car ne pas consommer de produits animaux, c'est la carence assurée ». Et donc là, on a en fait dégradé progressivement la thèse qui était défendue par les animalistes pour arriver à des questions qui sont assez triviales. Donc je pense que c'est important de prendre conscience de la manière dont ces thèses sont dégradées progressivement dans les discours, dans les médias, etc. Et de toujours essayer d'être attaché à la thèse centrale qu'on défend pour éviter de se perdre dans des argumentaires qui sont fallacieux. Il y a aussi la notion dont je parlais tout à l'heure de régime sans ou de régime carencé. On entend souvent parler des alimentations végétales avec cette expression. On parle de régime carencé, d'alimentation qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, pour désigner l'ensemble des alimentations végétales. Toujours à cause de cette obligation de se complémenter en vitamine B12, parce qu'il n'y a pas de B12 dans les végétaux. Mais en fait, ce n'est pas pertinent du tout. Pourquoi? Parce que le végétarisme n'exclut pas de nutriments. Les personnes qui sont véganes ou végétaliennes, elles ne sont pas anti-B12. Elles sont opposées à ce qu'on utilise d'autres animaux pour l'alimentation. Donc en fait, l'alimentation en elle-même n'est pas carencée. On ne peut pas être carencé en aliments, hein, on peut être carencé en nutriments. Et comme on n'est pas opposé à la B12, eh ben, ça n'a pas de sens de parler d'alimentation carencée. Donc, pour moi, c'est important de ne pas se laisser faire aussi par ce type d'argumentaire qui vise vraiment à décrédibiliser ce type de choix éthique et ce type de pratique. Il faut noter aussi, je pense que c'est quelque chose d'important, de faire une distinction, enfin de noter que la distinction entre aliments et compléments alimentaires, bah, elle est relativement arbitraire en fait et culturelle. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on appelle aliment un produit qui est issu de haricots cultivés, qu'on cultive pour avoir des protéines, et pourquoi on appellerait complément un produit qui est issu de bactéries cultivées pour apporter de la vitamine B12. Parce que les compléments qu'on trouve de B12 actuellement sur le marché, ils sont tous issus de cultures de bactéries. Alors on peut se dire, oui, effectivement, c'est pas cultivé dans de mêmes conditions, c'est pas dans un champ, c'est dans un laboratoire et tout. Mais quand on y réfléchit, vu ce que mobilise la culture agricole de haricots ou d'autres aliments, eh ben, on fait aussi appel à des machines, on fait appel à une sélection génétique, on fait appel à une expertise, on conditionne tout ça dans des supports réfrigérés, etc. Enfin, il y a toute une technique et une technologie qui est mise en œuvre aussi. Donc on peut avoir des similarités, quoi. Et selon ce même schéma, on peut se demander pourquoi on appelle aliment et pas complément un morceau d'animal qui a été obtenu justement par sélection génétique en laboratoire aussi. Voilà, il y a un problème de logique en fait dans le fait de faire vraiment une coupure arbitraire entre les deux. On peut noter aussi une chose qui est plus ou moins consciente dans l'alimentation entre guillemets standard, classique, c'est que les alimentations dont on bénéficie quand on a une alimentation omnivore traditionnelle, on va dire, on bénéficie aussi de complémentation, mais elle n'est pas visible en fait, on ne s'en rend pas compte. Les personnes qui consomment ces aliments n'y prêtent souvent pas attention, et en fait, quand elles le savent, souvent ça ne leur pose pas tellement de problèmes. Donc, je prends des exemples assez concrets, là on a plein de produits du quotidien qui contiennent des vitamines et des minéraux qui ont été ajoutés artificiellement, et finalement le public achète ces produits sans problème, sans se dire « Ah, mon alimentation est carencée ou quoi ». Je prends l'exemple ici dans une boîte de cacao en poudre, il y a du fer, il y a de la vitamine D, il y a du zinc, et ça apparaît même, c'est très mis en avant sur la boîte, parce que c'est en fait un argument de vente. On vous dit textuellement, si vous prenez ce produit, vous allez avoir plein de bons trucs pour votre corps. On ne vous dit pas, si vous prenez cet aliment, ça veut dire que votre alimentation n'est pas naturelle et qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Pareil, ici on a du lait de vache, du lait maternel de vache complémenté en vitamine D, une margarine complémentée en vitamine A et en vitamine D, et puis une barre de céréales où là il y a carrément calcium, fer, vitamine B2, B3, B5, B6 et B9. Et c'est le cas dans beaucoup de céréales du petit déjeuner qui sont très très complémentées. Voilà. Donc ce sont des exemples en fait du quotidien où on voit que le grand public n'hésite pas forcément à acheter ce genre de produits et ça inquiète personne, quoi. Il y a d'autres cas de complémentation qui sont aussi largement acceptés et qui sont même encouragés. On peut parler notamment de l'injection de vitamine K aux nouveau-nés humains
pour prévenir les hémorragies. Ça, c'est devenu systématique dans beaucoup de pays, parce que les bébés ont naturellement, alors je disais tout à l'heure que tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon, bah naturellement, les bébés humains, ils ont un taux de vitamine K qui est faible et qui peut provoquer des hémorragies parfois mortelles. Donc pour éviter les situations dramatiques, eh bien, on complémente, on fait une injection de vitamine K au bébé. Et on peut noter aussi que les bébés sont souvent complémentés en vitamine D, en vitamine K, en fer, en iode et en fluor, pour assurer leur bon développement. Voilà, c'est des choses qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent, qui assurent une bonne santé, qui sécurisent, donc on l'applique. De même, la complémentation en acide folique, donc en vitamine B9, et en fer lors de la grossesse, c'est aussi la norme. Et moi, je connais personne qui va dire, bon, bah, ça veut dire que la grossesse, alors, c'est une pratique sans, ou c'est une pratique intrinsèquement carencée, c'est idéologique, c'est sectaire, etc. Alors que ce sont des oppositions qu'on a vis-à-vis des alimentations végétales. Donc en fait, on se rend compte que quand ça ne touche pas à une idéologie contre laquelle on est, tout de suite on accepte beaucoup mieux la complémentation et ça ne pose pas de problème. On peut parler aussi du cas assez particulier de l'iode. Je montre ici deux exemples de paquets de sel de table iodé. Alors l'enrichissement du sel de table en iode, il a été établi en 1952 par les autorités sanitaires françaises sur la base du volontariat, donc tous les sels ne sont pas complémentés en iode, mais il y en a une bonne partie. Et l'idée, c'était d'éviter les pathologies liées à la carence en iode, notamment ce qu'on appelait à l'époque le crétinisme et les dysfonctionnements thyroïdiens. L'expression crétin des Alpes, elle vient de là, c'est-à-dire qu'elle désigne des personnes qui en fait habitaient dans des endroits suffisamment isolés de la mer pour ne pas avoir accès à des produits de la mer et donc développer des carences en iode, et notamment qui entraînaient le crétinisme. Donc en fait, on a pris la décision sociale, politique, sanitaire, de enrichir le sel de table pour que les populations puissent avoir accès à de l'iode et ne pas développer ce type de carence. Mais il y a aussi, à l'inverse, des campagnes de prévention contre le risque d'hypertension artérielle qui ont conduit à réduire la fréquence d'utilisation du sel domestique. Et là, on se rend compte qu'il y a à la fois un produit qui est complémenté, une population qui se complémente sans vraiment le savoir, et un message contradictoire, on va dire manger moins de sel. Donc on voit que même dans la population globale, dans les populations qui sont ni végétariennes ni végétaliennes, il y a une difficulté de maîtriser ces apports en minéraux, il y a une complémentation qui est plus ou moins visible, plus ou moins consentie, etc. On peut noter aussi que la teneur en iode des produits dérivés des œufs de poule, elle est due en partie à l'utilisation d'aliments minéraux et vitaminiques en exploitation aviaire. C'est-à-dire qu'en fait, si on retrouve de l'iode dans les produits qui sont faits à base d'œufs, de poules, c'est parce que les animaux sont eux-mêmes complémentés en iode. Leurs rations sont complémentées. Et ça, parmi le grand public, il n'y a quasiment personne qui le sait. Ce n'est pas une information dont dispose spécialement le grand public. L'information à laquelle on a encore moins accès, c'est que la première source d'iode dans les pays industrialisés, c'est les produits laitiers. Alors, ce n'est pas les produits laitiers parce que naturellement il y a de l'iode dans le lait maternel des vaches, hein. C'est les produits laitiers parce qu'on nettoie les pieds des vaches avec des produits qui sont très très fortement iodés, et qu'on donne aussi des compléments aux vaches dans leur ration alimentaire. Et en fait, le nettoyage des pieds des vaches avec ces produits iodés fait que l'iode passe par voie transcutanée dans le lait, et c'est ça qui est la première source d'apport en iode des populations des pays industrialisés. Donc en fait, on a tendance à se dire, mais si je suis omnivore, si je mange de tout, j'ai mes apports, et c'est naturel, et c'est normal, parce qu'il faut manger d'un peu de tout. Mais en fait, non, il y a tout un système qui est établi, et qui fait qu'il y a des apports qui sont vraiment invisibles, des complémentations qui sont vraiment invisibles. C'est aussi ce phénomène qui fait qu'en France, les enfants de 3 ans sont plus de 20% à avoir des apports alimentaires en iode qui dépassent les limites de sécurité. Ça, c'est l'AFSA qui nous le dit. Mais ça n'a pas de conséquences sur leur santé. Mais c'est pour montrer que dans la population générale, il n'y a pas trop d'attention qui est portée là-dessus. Les populations n'ont pas ces informations-là. Et il y a des dépassements de limites, mais qui ne sont ni connus, ni qui déclenchent l'inquiétude ou quoi que ce soit. Donc à mon sens, c'est une information qui mérite d'être diffusée, hein, parce qu'elle est efficace pour que le grand public s'interroge sur sa propre alimentation. Et elle est aussi utile en défense des alimentations végétales, parce que finalement, on se rend compte que s'il y avait la même volonté politique qu'il y a eu avec l'iode d'enrichir le sel de table, si on avait les mêmes politiques avec la vitamine B12,
bah, il pourrait y avoir de la vitamine B12 dans plein de produits d'utilisation courante, même dans l'eau du robinet, pourquoi pas. Et ce serait plus un problème en fait pour être végétarien, végétalienne ou végane, quoi. Alors, dans cette partie, bah, je vais voir pourquoi et comment se débarrasser du concept d'alimentation naturelle qui, on le voit, ne correspond pas à grand-chose en fait dans la réalité. Alors, il y a une conséquence. Alors, pourquoi se débarrasser déjà de ce concept d'alimentation naturelle? Bah, parce que ça a une conséquence assez fâcheuse chez les personnes végé ou véganes, notamment le refus de la complémentation en vitamine B12. Donc, moi, j'en ai croisé pas mal de personnes qui sont végétariennes ou véganes et qui disent « moi, je ne veux pas me complémenter parce que ce n'est pas naturel ». Je prends ici quelques captures d'écran lues sur des groupes Facebook. Une personne qui dit « la B12, c'est fait pour faire marcher le labo qui la vend, c'est tout. En mangeant vivant, on n'a pas de carence. » Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire manger vivant. Tel quel, ça me fait un peu peur, mais voilà. J'espère que c'est manger vivant et pas manger conscient. Il y a une autre personne qui dit « je ne me pose pas la question et je n'ai pas de carence. Les animaux d'élevage sont eux-mêmes supplémentés en B12. Il est illusoire de croire qu'en consommant des protéines animales, on n'a pas de carence en B12. Je mange vivant. » Alors, il y a encore ce truc-là. Des aliments non dénaturés, bio et surtout non détruits par la cuisson. Donc là, il y a tout un mélange en fait d'une pensée que la cuisson serait forcément mauvaise pour l'alimentation, qu'il faudrait manger des produits non dénaturés. Alors ça, voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus, non dénaturé. Et donc, ce refus de se complémenter en B12 parce que ce serait, effectivement, ça ne correspondrait pas à quelque chose de naturel, etc. Alors, les conséquences que ça a pour les personnes qui militent en faveur des animaux, qui sont végétariennes, qui sont engagées dans la défense des animaux, ça signifie des problèmes de santé, de dépression, de changement d'humeur, de déclin psychologique et, in fine, potentiellement une impossibilité en fait, de militer. Ça donne aussi une drôle de vision des alimentations végétales, puisque si on se rend malade à cause de ça, on donne une image du végétarisme et du végétalisme qui est quand même assez particulière. Et les vieux clichés sur les personnes végétariennes et végétaliennes qui sont pâles, malades, etc., ça vient notamment de ça. Et ça a des conséquences aussi pour les autres animaux, bien sûr, puisque ça implique une remise en question assez entière du végétalisme et de sa possibilité matérielle, et plus largement des questions d'éthique animale. On va moins se poser la question, tiens, est-ce que les animaux, c'est intéressant de remettre en question leur statut de ressources, de matières premières, si de toute façon on est obligé de les manger. Donc ça a des implications quand même sur l'éthique qui sont assez immenses. Ça implique aussi généralement un rejet des menus végétariens ou végétaliens dans les cantines et dans la restauration collective en général, puisqu'on va considérer que c'est dangereux pour les enfants, alors on ne va pas le faire. Et éventuellement un rejet d'autres initiatives qui promeuvent une alimentation végétalienne. Et donc une impossibilité de provoquer un changement de paradigme, qui lui-même va alimenter un manque d'information. Donc en fait, il y a un cercle vicieux. Pour sortir de ce cercle vicieux, donc je pense que c'est intéressant justement de laisser tomber ce concept d'alimentation naturelle. On peut noter aussi un cas particulier de certains influenceurs ou certaines influenceuses véganes, beaucoup aux États-Unis, qui ont refusé la complémentation et dont on a vu qu'elles déclinaient au niveau de leur santé, vraiment de manière assez spectaculaire, et qui ont arrêté d'être véganes, du coup, qui ont recommencé à manger des produits d'origine animale, parfois en cachette. Et en fait dont la santé a décliné et qui ont fini par faire une pub assez désastreuse quoi, pour le végétalisme et le véganisme et qui ont induit l'idée que c'était juste pas possible et pas tenable sur le long terme. On peut citer cette influenceuse qui s'appelle Rovana, qui pensait qu'il y avait de la vitamine B12 dans l'aloe vera et qui a été surprise par certains de ses abonnés dans une vidéo en train de manger un poisson. Plus ou moins en cachette, quoi, parce qu'elle avait tellement développé de problèmes de santé à cause de ses carences qu'elle recommençait à manger des produits d'origine animale. Et ça, effectivement, ça a une influence assez désastreuse. C'est très instrumentalisé, en plus, par les personnes qui défendent l'élevage, qui défendent l'exploitation des autres animaux, etc. Donc si on pouvait se passer de ce genre de publicité, ce serait, à mon sens, pas plus mal. Il y a aussi un souci, c'est que quand les personnes qui sont végés ou véganes ont des problèmes de santé liés à leur alimentation, le réflexe immédiat, c'est de revenir à une alimentation omnivore. Et c'est aussi, dans la plupart des cas, le conseil qui va être donné par les médecins. Parce que les médecins généralistes en France, actuellement, ne sont pas formés à la nutrition générale et sont encore moins formés aux alimentations végétales, puisque ça n'existe pas en fait les formations en nutrition végétale en France. Alors il commence à y avoir des initiatives. Il y a une première formation qui s'est développée et qui a été lancée mais il y a quelques mois, donc c'est vraiment tout récent,
Mais d'une manière générale, les médecins généralistes ont quelques heures de nutrition sur toute leur formation, sur toutes leurs années de formation. Et c'est une situation qu'ils sont les premiers à déplorer d'ailleurs, hein. Ils aimeraient bien être davantage formés, pouvoir améliorer leurs relations médecin-patient et patiente. Mais en tout cas, les conseils qu'ils donnent généralement, c'est ça, c'est de dire remanger des produits d'origine animale parce que ça correspond aux recommandations qu'on voit, il faut manger un peu de tout, etc. Et la conséquence que ça a, c'est toujours de remettre en cause la viabilité, la pertinence du végétalisme ou du véganisme. Ça provoque aussi un rejet du mouvement animaliste dans son ensemble, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein. Et ça encourage aussi une démobilisation idéologique vis-à-vis du spécisme. Parce que quand soi-même, on se sent obligé de remanger des produits d'origine animale pour avoir une meilleure santé, c'est très difficile de continuer à militer, parce qu'on se sent en situation de dissonance cognitive, on n'a pas nos actes en correspondance avec nos convictions. Et puis, manger les autres animaux, ça fait qu'on les perçoit davantage comme des ressources. Et c'est quelque chose qui est très documenté dans les sciences sociales. On se rend compte que les personnes qui perçoivent les autres animaux comme de la nourriture ont tendance à nier leur capacité cognitive, à réduire l'empathie qu'ils ont pour eux, etc. Donc en fait, s'attaquer à ce concept d'alimentation naturelle, ça facilite l'acceptation de la complémentation, et donc ça sécurise la santé des personnes végé-véganes. Encore une fois, ce serait intéressant qu'il y ait des mesures politiques pour supplémenter tous les produits d'usage courant en B12, on ne se poserait plus la question. Et donc s'attaquer à ce concept d'alimentation naturelle, à mon sens, ça facilite aussi la remise en question de la validité de l'idée de nature dans son ensemble. Parce que cette idée, elle est aussi à la source d'autres oppressions, d'autres discriminations et d'autres discours qui sont problématiques. On entend par exemple sur l'orientation sexuelle de certaines personnes humaines dire qu'il y a des orientations sexuelles qui seraient contre nature, quoi. C'est aussi un argument qui est mobilisé dans ce domaine-là et qui est tout aussi problématique. Alors, comment se débarrasser de ce concept? À mon sens, ce qui est intéressant, c'est d'éduquer et de s'éduquer soit à la pensée critique, donc de permettre aux personnes de s'intéresser à l'autodéfense intellectuelle. C'est notamment utile pour notamment se dire, est-ce que cet appel à la nature, est-ce que le critère de naturalité, c'est un bon argument ou un mauvais argument? Est-ce que ce qu'on essaye de me vendre, ce cosmétique soi-disant 100% naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc s'interroger sur ce que ça mobilise, quel comportement adopter face à ça. Ça aide à la remise en question en fait, des conditionnements, des dogmes, de certaines croyances infondées, des discours publicitaires, marketing, etc. On est en fait beaucoup moins perméable au discours naturaliste quand on a appris à mettre en œuvre certains outils de la pensée critique. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer et diffuser des outils de la pensée critique au sein même des mouvements animalistes, de marquer sa désapprobation, avec bienveillance, c'est mieux, quand la naturalité est célébrée aussi au sein du mouvement, interroger ce concept, se demander si c'est vraiment quelque chose de souhaitable, et puis éventuellement créer du matériel, des ateliers, des conférences, des supports informatifs, des articles autour de cette question. Et puis on peut permettre aussi se servir permettre la réflexion en se basant sur des exemples très concrets. Poser la question, par exemple, est-ce qu'un marteau fabriqué par un chimpanzé est naturel? Et est-ce qu'un marteau fabriqué par un humain est naturel? Et en fonction des réponses, voir un petit peu ce qui est mobilisé, où est la frontière de ce qu'on estime être naturel ou pas. Si moi je fabrique un outil, est-ce qu'il va être naturel? Et si le chimpanzé fabrique un outil, est-ce qu'il va être naturel? Voilà. Et si oui ou non, pourquoi? On peut aussi montrer qu'il y a de nombreux produits qui sont dits artificiels ou synthétiques qui ont fait la preuve de leurs avantages. Par exemple, toujours cet exemple du virus de la rage qui est complètement naturel et de son vaccin qui est artificiel mais qui a permis de soulager beaucoup de souffrance et d'éradiquer quasiment la maladie, quoi. Et aussi, on peut utiliser, quand on est dans ce genre d'échange, le vocabulaire et les domaines d'expertise de ses interlocuteurs et interlocutrices, créer des ponts pour susciter l'intérêt et l'implication. Et dans la mesure du possible, soigner sa communication, rendre l'information accessible et attractive pour toucher un large public. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des questions aussi, ce concept de naturalité, qui parfois suscite un petit peu de rejet. Parfois, il y a des gens qui sont très attachés à l'idée du naturel. Moi, à une époque, je célébrais vraiment la nature. J'étais vraiment très touchée par ce type d'argument. Et je pense que c'est important, si on veut pouvoir en discuter, échanger, etc., de le faire avec bienveillance, de le faire
en s'interrogeant avec cordialité, rentrer dans l'univers de l'autre, etc. Et on peut aussi se servir d'outils, notamment sur le fait, quand on parle de chimie, en fait, quand on parle de ce qui est chimique ou pas, se rappeler qu'en fait tout ce qui est naturel est chimique et tout ce qui est chimique en fait est naturel. L'eau par exemple c'est une espèce chimique, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'entités chimiques identiques qui est constitué de molécules et qu'on appelle H2O. Mais on a tendance à se dire bah, l'eau c'est pas chimique, c'est naturel. Mais en fait si, pour le coup c'est chimique. Ici je propose une reproduction d'un visuel de James Kennedy. Je vous invite à aller voir son blog d'ailleurs où il y a plusieurs infographies de ce type. Qui détaille en fait la liste d'ingrédients chimiques constitutifs de produits complètement bruts. Et ici, par exemple, c'est une banane. Tout ce qu'on voit dans le cadre, c'est les éléments constitutifs d'une banane. Et on voit qu'il y a plein de termes qui peuvent faire même un peu peur, en fait. On a l'impression que c'est très artificiel, très chimique, etc. Mais en fait, c'est que des éléments qu'on retrouve bien sûr naturellement, quoi. Donc ça peut, ce genre d'exemple, servir à relativiser un petit peu notre peur du chimique et notre peur des longues listes d'ingrédients, etc. On peut aussi demander en fait qu'est-ce qu'on entend par alimentation naturelle, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette absence de conscience qu'on mange des aliments où il y a des compléments qui sont enrichis, etc. Et puis, on a généralement peu conscience que la plupart des aliments qu'on consomme sont en fait le fruit de sélection génétique artificielles, c'est-à-dire dans la définition qu'on a vue au début, qui sont d'origine anthropique en tout cas. Donc en fait, s'alimenter de façon 100% naturelle, selon cette même définition, ce serait sûrement de manger que des champignons, des racines, des baies, des plantes sauvages crues, on ne cuit pas, des animaux sauvages capturés et tués à la main, puis mangés crus aussi, etc. Donc je ne sais pas si ça dit à quelqu'un de manger de cette façon-là, moi ça ne me dit rien. On peut faire une comparaison aussi avec les effets de la sélection génétique sur les cultures, même de fruits et de légumes. Donc à gauche, ici, on a une carotte sauvage, et à droite, on a une carotte cultivée. Et on voit qu'en fait, la culture, c'est-à-dire le fait de développer une sélection génétique complètement artificielle, permet d'obtenir en fait des variétés de fruits et de légumes beaucoup plus sucrées, beaucoup plus grosses, plus charnues, plus nutritives, etc. On a un exemple assez frappant aussi avec le maïs. Le maïs primitif, c'est le tout petit truc à gauche, et on a le gros épi de maïs tel qu'on le connaît aujourd'hui, le maïs moderne, qui est effectivement plus charnu, plus sucré, beaucoup plus gros, plus digeste, plus facile à manger, etc. Alors après, bien sûr, sur ces cultures, il peut y avoir des questions qui se posent sur l'usage de certains produits phytosanitaires, de certains modes de culture qui sont potentiellement destructeurs, sur des atteintes à la biodiversité, ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui est en cause, c'est pas le caractère naturel ou pas, c'est d'autres facteurs. On peut aussi rappeler tout simplement la réalité de l'élevage et de l'agriculture, qui consiste en fait en la modification génétique de toutes les entités exploitées pour que ces entités correspondent aux besoins humains. On peut aussi rappeler que les animaux exploités dans les élevages sont eux-mêmes assez massivement complémentés, et régulièrement complémentés en diverses vitamines et minéraux. Ça aussi, c'est quelque chose que le grand public ne sait pas forcément en fait, parce que quand on voit des animaux, ce qu'on voit, c'est ceux qui sont à l'extérieur par définition. Donc il y a une espèce de biais du survivant. Là, on voit par définition, on ne voit pas les animaux qui sont dans les bâtiments, et on a l'impression qu'en fait, donc les animaux d'élevage, ils broutent, quoi, ils mangent dehors ce qu'il y a, et on ne se rend pas compte en fait que, en l'occurrence en France, c'est 80% des animaux qui sont élevés sans jamais voir la lumière du jour, donc ils sont dans des bâtiments fermés. Et ces animaux-là, ils sont comme d'autres d'ailleurs, mais enfin ils sont assez massivement complémentés en diverses préparations. Ici j'ai mis spécifiquement de la vitamine B12 notamment, qui est donnée aux animaux omnivores dans un but de rentabilité. Ça permet de végétaliser leur ration, mais si on végétalise leur ration, du coup il n'y a plus de B12, donc il faut la donner en complément. C'est beaucoup le cas pour les cochons notamment. Alors il faut faire attention à ne pas retomber justement dans l'appel à la nature en dénonçant l'usage de ces produits sous prétexte qu'ils ne seraient pas naturels, hein. C'est pas le problème. L'idée, c'est de dire on mange beaucoup plus de produits complémentés et on passe beaucoup plus par ces compléments qu'on ne le pense au premier abord. En fait, la différence, c'est juste que les personnes végétariennes, végétaliennes qui se complémentent le font de manière visible et les autres le font de manière plutôt invisible.
On peut aussi, alors là je parle en tant que mouvement politique, hein, en tant qu'antispéciste, animaliste, prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que si on organise des événements vegan place, marchés, stands, festivals antispécistes et autres, eh bien on peut essayer de ne pas entretenir cette confusion. Parce que si on veut que le public comprenne les questions d'éthique qui sont soulevées par notre engagement, bah, à mon sens, il est souhaitable de ne pas entretenir nous-mêmes la confusion. Ce qu'on voit souvent, en fait, c'est que dans les événements tels que les Vegan Place et tout, il y a beaucoup de stands qui proposent des produits naturels, etc. Et ça entretient une confusion sur ce qui est vraiment le véganisme et sur la démarche d'être vegan. Je prends l'exemple ici avec le Veggie World. J'ai rien contre le Veggie World, hein, c'est juste un exemple. Et du cas particulier de la spiruline. La spiruline, c'est un produit qu'on retrouve énormément sur tous les événements liés au véganisme, à l'éthique animale, etc. Le problème avec la spiruline, c'est que il y a des allégations qui sont des allégations santé qui sont un peu douteuses, qui sont associées à ce produit, voire carrément mensongères. De temps en temps, on lit que la spiruline est une source de vitamine B12, par exemple. Or, c'est un problème parce que c'est faux, et que la B12 qui est contenue dans la spiruline, c'est une analogue à la véritable vitamine B12. Donc non seulement elle ne va pas apporter de vitamine B12, mais c'est encore pire que ça, elle va perturber l'assimilation de la véritable B12 qu'on prend en tant que personne végane en complément. Donc ça peut, il faut même la prendre à 6 heures d'écart normalement avec son complément de B12. Donc pour les personnes qui sont végé ou véganes, c'est particulièrement dangereux. On peut noter aussi qu'elle coûte très cher, jusqu'à 150 € le kilo des fois, donc c'est un produit qui est à la fois pas nécessaire, pas indispensable, qui peut perturber l'assimilation de la B12 et voilà, qui est très coûteux. Et donc, au final, ça peut effectivement nuire aux autres animaux si on pense se complémenter en prenant ça et que ça ne fonctionne pas et qu'on est en mauvaise santé, comme on en parlait tout à l'heure. Donc en fait, sa présence sur beaucoup d'événements antispécistes animalistes à la spiruline, en fait, elle a même moins de pertinence que s'il y avait, je sais pas, du tofu ou des patates, quoi, qui, elles, ne perturbent pas du tout l'assimilation de la vraie B12 et qui ne posent pas de problème spécifique. Donc je pense que c'est voilà, quelque chose à conscientiser aussi. Pour conclure, c'est une vache. Le concept d'alimentation naturelle, donc, on le voit, il a quand même pas beaucoup de sens, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir ce qu'on entend par là. Est-ce que voilà, on va aller chercher des baies dans la forêt, ne rien faire cuire, attraper des animaux à main nue, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on entend par alimentation naturelle? Est-ce que ça a du sens de mobiliser cette expression, ce concept de naturalité vis-à-vis de l'alimentation végétale, etc. À mon sens, non. Et je pense qu'il faudrait qu'on l'abandonne. De même, si défendre les alimentations végétales en disant bah, Homo sapiens, naturellement, on a des dents qui sont faites pour être frugivores et tout ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça pose un problème parce que Homo sapiens a toujours été omnivore autant qu'on sache. Et de toute façon, ça ne dit rien de ce qui est souhaitable de faire à notre époque avec ce dont on dispose, l'agriculture, etc. On pourra probablement pas mettre un terme à l'attachement au concept de nature dans son ensemble, mais on peut au moins contribuer en fait à ouvrir le questionnement, à contribuer à sa remise en question, et aussi à la remise en question des éventuelles prescriptions fallacieuses qui en découlent. On peut aussi, comme je le disais juste à l'instant, cesser de contribuer à la propagation du concept d'alimentation naturelle au sein même du mouvement, en tant que militant ou militante. Ouais, ça me paraît important pour améliorer sa compréhension du monde, en fait, éduquer l'esprit critique, en fait, et puis par ricochet, entraîner une réflexion sur d'autres systèmes nuisibles basés sur le critère de naturalité. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la question notamment des orientations sexuelles, par exemple, mais aussi ça touche à d'autres types de discrimination et d'autres types de discours oppressifs. Ça permet aussi de permettre une bonne... d'enclencher une compréhension des enjeux éthiques qui sont défendus par le véganisme. Parce que si on se concentre sur cette question d'alimentation naturelle, on a tendance à dévier sur des questions de vertu personnelle, de pratiques personnelles, alors que donc ça évacue un petit peu la question d'exigence de justice. Et puis ça permet aussi de préserver la santé des personnes qui sont végées ou véganes, et donc la santé du mouvement animaliste, puisqu'on est l'incarnation du mouvement, et il faut bien qu'il y ait des personnes qui défendent tout ça et qui soient vivantes et en bonne santé. Voilà. Merci beaucoup. Alors oui, je précise que voilà, vous pouvez retrouver mon travail donc sur mon blog questionsanimalistes.com
et puis sur différents réseaux sociaux que je ne vais pas détailler, hein, vous l'avez sous les yeux.